Bonjour, c'est de nouveau Martin Winkler qui vous parle d'écriture et de construction cette fois-ci. La dernière fois on a parlé en essayant d'évoquer et de définir ce qu'était une bonne histoire, mais même si vous avez une bonne histoire, il faut quand même l'écrire, et pour l'écrire il faut la construire, hein. Il faut, comme je le disais dans la vidéo précédente, construire le labyrinthe dont vous proposez de sortir, mais dans lequel vous proposez que le lecteur ou la lectrice vous suive et qu'il explore ou elle explore à son tour. La musique que vous venez d'entendre, c'est la musique d'une télésérie méconnue qui a duré que 2 saisons, qui s'appelle Boomtown. Et cette série, qui a une dizaine d'années, est une série tout à fait intéressante, parce que c'est une série policière, et elle raconte des histoires qui sont des histoires criminelles, qui ne sont pas forcément toujours très originales, mais elle la raconte d'une manière qui est, elle, tout à fait originale, c'est-à-dire en prenant le point de vue de tous les acteurs, de tous les personnages qui participent à l'histoire. Alors, il y a deux détectives, il y a un procureur, il y a deux flics en uniforme, il y a une medic, c'est-à-dire une infirmière secouriste, et il y a une journaliste. Et chacune de ces histoires est tantôt une histoire qui a une dimension sociale ou comment dire, ou politique, tantôt une histoire tout à fait intime, mais comme c'est raconté de plusieurs points de vue, c'est comme un puzzle, le puzzle dont je parlais la dernière fois, c'est comme un puzzle qui permet de comprendre ce qu'est finalement la vérité à la fin de l'histoire, en ayant associé toutes ces pièces. Et puisqu'on parle de séries, je voudrais revenir sur le fait que l'un des meilleurs moyens d'apprendre à construire une histoire, c'est de regarder comment sont faites les téléséries. Les téléséries ont une nécessité, c'est-à-dire que finalement on peut considérer toute une saison d'une télésérie donnée, en particulier maintenant que les séries sont beaucoup sur le câble, on peut les considérer comme des romans dont chaque épisode est un chapitre. Et l'objectif numéro un des scénaristes d'une télésérie, c'est qu'à la fin d'un épisode, le spectateur ait envie de regarder l'épisode suivant. Par conséquent, il faut faire deux choses. Et puis qu'il ne décroche pas pendant l'épisode, parce que vous savez qu'aux États-Unis, sur les grandes chaînes, pendant très longtemps, c'est plus vrai sur le câble, mais enfin ça reste vrai sur beaucoup de chaînes, y compris des chaînes câblées, il y a de la publicité à peu près toutes les 10 minutes, toutes les 12 minutes, et la pause publicitaire peut inciter, si on n'est pas intéressé par le programme, à aller sur une autre chaîne. Donc il faut absolument que le spectateur soit intrigué par ce qui se passe et qu'il ait envie de connaître la suite. On est dans une narration qui maintient le spectateur dans l'expectative, et que cette expectative stimule le désir du spectateur de revenir soit à la séquence suivante qui va suivre la publicité, soit la semaine suivante. La raison pour laquelle nous aimons autant maintenant qu'il y a d'autres moyens de regarder les téléséries, comme le DVD, comme Netflix par exemple, comme les fournisseurs en ligne, la raison pour laquelle nous aimons autant regarder toute une saison d'une série, ou regarder en tout cas 6 ou 8 épisodes d'affilée, c'est parce que précisément c'est fait pour ça. C'est fait pour que l'intérêt soit soutenu et que vous ayez envie de revenir la prochaine fois. Donc, quand on regarde des téléséries, on apprend de manière plus ou moins implicite ces trucs-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui dans un épisode va vous donner envie de revenir, de rester jusqu'à la fin de l'épisode, ou qu'est-ce qui, d'un épisode à l'autre, va vous donner envie de revenir. L'un de ces moyens employés par les téléséries, que j'ai moi-même repris dans mes romans, c'est, comme c'est le cas de Boomtown par exemple, mais c'est le cas dans beaucoup de séries maintenant qui comprennent beaucoup de personnages, c'est de découper son action en plusieurs histoires. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une histoire, ce qu'on appelle l'histoire A dans les téléséries, c'est-à-dire l'histoire principale qui va occuper toute l'action principale de l'épisode, mais avec des histoires secondaires, des histoires B ou C, qui vont concerner par exemple un personnage secondaire qui n'est pas directement forcément lié à l'histoire principale. Et une fois qu'on aura écrit ces trois histoires, qu'on aura défini ces trois histoires, on va les intercaler les unes avec les autres.
Ce qui fait que si vous passez d'un chapitre avec le personnage et l'histoire A au chapitre avec un personnage et l'histoire B, vous ne savez pas la suite de l'histoire A et vous continuez à lire pour retourner à l'histoire A. Mais comme on vous présente une histoire B, une histoire C, quand vous arrivez à l'histoire A, vous avez la suite de la première, mais pas la suite de la deuxième et de la troisième, etc. En découpant les histoires, c'est-à-dire en fait en faisant des digressions sur l'histoire principale, et en faisant des digressions répétées sur l'histoire principale, eh ben, vous racontez non pas une histoire, mais plusieurs histoires. Et donc, vous donnez 3 fois plus d'intérêt à votre récit. Et le lecteur, ou le spectateur dans les téléséries, est intéressé au moins par une des 3 histoires, au mieux par les 3. Alors, le plus accompli, c'est quand toutes les histoires finalement sont connectées. J'ai lu par exemple un livre tout à fait extraordinaire qui était le premier roman d'un très grand écrivain américain qui s'appelle Richard Powers, et son premier roman, comment ça s'appelle, 3 jeunes gens sur le chemin du bal, ou trois jeunes gens s'en allaient au bal, Three Young Men on their way to a dance, est une histoire extraordinaire parce qu'elle raconte, enfin c'est un roman extraordinaire parce qu'il raconte 3 histoires qui sont strictement intercalées, 1, 2, 3, ABC, 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 ABC jusqu'à la fin. Et vous ne voyez pas très bien quelles sont les relations entre les 3 récits jusqu'à la fin. Et à la fin, vous comprenez quelle est la relation entre les 3 récits. C'est très très gratifiant. Je pense que les 3 récits sont très intéressants, mais ils ne sont pas situés tous les 3, comment dirais-je, dans le même plan de narration. La première histoire est racontée à la première personne par quelqu'un qui tombe sur une photo. La deuxième histoire, c'est l'histoire des personnages qui sont sur la photo, et la photo est une photo authentique, elle existe. Et la troisième histoire concerne un autre personnage, ça c'est raconté à la troisième personne. Un autre personnage, on ne voit pas ce qu'il vient faire avec les 2 premières histoires, jusqu'à la fin. Où Richard Powers, par une démarche tout à fait logique et tout à fait structurée, permet de relier les 3 histoires en même temps. Donc ça, c'est, encore une fois, c'est du travail, ça ne se fait pas comme ça, mais ça permet de construire une histoire qui est toujours intéressante. Et là, j'aimerais en venir à un autre sujet, qui est le sujet du narrateur. Qui raconte votre histoire? Ça peut être très important de choisir un narrateur, parce que le narrateur à lui seul, ou la narratrice à lui seul, peut modifier complètement votre approche de l'histoire. Et donc, vous permettre de raconter l'histoire d'une manière tout à fait intéressante et inédite. Là aussi, là encore une fois, je vais puiser dans mon expérience personnelle. Mon premier roman était un roman consacré entièrement à la vacation du personnage Bruno Sax dans un centre d'interruption de grossesse. Et j'aurais pu raconter ça d'un point de vue très froid, très distant, à la troisième personne. C'est d'ailleurs la première partie est racontée est racontée d'une manière assez clinique, assez descriptive. Mais la particularité de ce roman, c'est qu'il a été écrit à la deuxième personne. C'est-à-dire que ça commence de la manière suivante. Tu es en retard, tu t'approches de la barrière, tu fais signe au gardien, et le gardien, te reconnaissant, lève la barrière. Tu regardes ta montre, tu as 10 minutes de retard, c'est toujours comme ça. Et ça établit à la fois une proximité, parce que ça permet de dire ce que le personnage a dans la tête, mais en même temps une étrangeté, parce que qui est-ce qui pourrait parler de ce personnage et de ce qu'il a dans la tête, et en même temps de ce qu'il fait, sans être ce personnage lui-même? Parce qu'à aucun moment on ne laisse entendre que c'est Bruno Sax lui-même qui se parle à lui-même. Et d'ailleurs, ça ne l'est pas. Ce narrateur est une personne extérieure à l'action, dont on ne connaîtra l'identité qu'à la fin. C'est pas juste un gimmick, hein, c'est pas juste un truc. C'est pas tout à fait comme La modification de Michel Butor ou un autre roman écrit à la deuxième personne qui est Un homme qui dort de Georges Perec, dont les narrateurs parlent à la deuxième personne mais restent entièrement extérieurs à l'histoire. Le narrateur de mon roman est un narrateur qui fait partie de l'histoire mais qui n'apparaît que dans les dernières lignes et qui donne un sens supplémentaire à l'histoire qu'on vient de lire.
Alors, quand j'ai eu l'idée de cette narration à la deuxième personne, jusqu'au moment où j'ai eu cette idée, je ne savais pas comment écrire ce roman. Jusqu'à ce que j'ai l'idée de ce narrateur, et surtout de la façon dont ce narrateur allait intervenir dans le roman, là j'ai pu écrire mon livre. De la même manière, un roman plus récent, En souvenir d'André, est un roman qui est aussi apparemment raconté à la deuxième personne. En fait, il est raconté à la fois à la deuxième et à la première personne. Mais là, le mystère n'est pas qui raconte, parce qu'on sait qui raconte, c'est le personnage principal, c'est Emmanuel. On ne sait pas à qui il raconte son histoire. Et ça aussi c'est intéressant, c'est que vous pouvez très bien imaginer que quelqu'un, que votre narrateur raconte cette histoire à quelqu'un d'autre, et le mystère qui va être tout au long du livre ou tout au long du roman, ça va être mais à qui raconte-t-il ça? Pourquoi raconte-t-il ça? Euh, le jeu sur la narration et le narrateur et celui qui écoute, c'est quelque chose qui est très bien illustré dans dans un film qui s'appelle The Princess Bride, hein, le mariage de la princesse, dans lequel un grand-père qui est joué par Peter Falk, l'acteur de Colombo, raconte une histoire à son petit-fils, et c'est une histoire, c'est un roman d'aventure, tout à fait. Et il y a des jeux dans le film sur la narration, sur l'interruption de la narration, sur la reprise de la narration, sur l'auditeur qui n'est pas tout à fait persuadé que l'histoire l'intéresse, et puis le narrateur qui lui dit bah, si ça t'intéresse pas, on s'arrête, et puis le petit garçon qui dit non, continue un peu quand même. Bon. Ce livre, ce film, qui est d'ailleurs fondé sur un livre de William Goldman, qui lui-même a écrit le scénario du film, est un livre qui joue avec les codes de la narration. Et ça, c'est très important de se rappeler que, encore une fois, quand vous écrivez une histoire, c'est la manière dont vous la racontez qui est intéressante, et que plus vous allez jouer avec les codes de narration, plus ce sera drôle, et plus ce sera intéressant pour vous, et plus ce sera intéressant pour le lecteur. Quand Boris Vian, par exemple, écrit L'écume des jours, il écrit au fond une histoire d'amour malheureuse, une histoire d'amour qui commence bien puis qui finit mal. Mais ce qui rend cette histoire tout à fait passionnante et extraordinaire, c'est qu'il invente un monde dans lequel des objets qui sont des objets improbables, mais qu'il invente, ont une réalité. Et il les utilise. Quand un autre exemple enfin deux exemples de très grands jeux sur les codes de narration, c'est une nouvelle toujours de Boris Vian qui s'appelle Les Fourmis. Alors ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle, mais dans la nouvelle de Boris Vian, euh, le titre de la nouvelle semble ne rien avoir à faire avec le contenu de la nouvelle, jusqu'à la fin. Il y a un roman de Harry Matthews, qui était un très grand ami de Georges Perec et que Georges Perec a traduit, qui s'appelle Le naufrage du stade de Dradec. Et c'est pareil, on ne comprend pas très bien le titre et pourquoi le livre s'appelle comme ça, jusqu'à la fin. Et là, on comprend le titre du livre. Donc il y a un jeu comme ça avec le... Bon, d'une manière beaucoup moins, comment dirais-je, beaucoup plus évidente, mais aussi, comment dirais-je, euh, qui m'a permis de boucler la narration. Le cœur des femmes. Bon, quand on lit le cœur des femmes, on comprend pourquoi ça s'appelle le cœur des femmes, mais le titre vient aussi ponctuer la fin du livre dans un contexte qui est intelligible quand on lit le bouquin. Je crois qu'il il faut pas hésiter, encore une fois, à jouer euh, avec les titres, à jouer avec les noms des personnages, à jouer avec la structure des histoires et la manière de les intercaler, à jouer avec les points de vue. J'ai écrit un roman à la deuxième personne, mais j'ai écrit aussi beaucoup de romans dans lesquels la narration est polyphonique. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'une personne qui raconte, il y en a plein. Hein. La maladie de Saxe, je pensais que ce serait complètement banal de raconter l'histoire d'un médecin de famille.
et de la raconter de son point de vue à lui ou du point de vue d'un narrateur omniscient. Le jour où j'ai eu l'idée que chaque patient du médecin et chaque personne qui est autour du médecin allait raconter son propre bout de l'histoire, là, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, ah ça devient intéressant, parce qu'à chaque fois, j'écris une histoire qui est différente pour moi, puisque le narrateur change, mais en même temps, toutes ces narrations convergent dans une narration, comment dirais-je, centrale. C'est un peu, vous savez, comme ces portraits qui sont faits avec des toutes petites images, c'est-à-dire vous prenez des timbres complètement différents, et puis quand vous les assemblez et que vous prenez un recul, en fait ces timbres, qui à chaque fois représentent une image séparée, représentent, je ne sais pas moi, un portrait, le portrait d'un homme célèbre ou d'une femme célèbre, ou une image qui est tout à fait plus grande que ça. En fait c'est ça, l'image de la construction ou de la narration, c'est que à chaque fois vous avez des petits bouts qui vont vous former votre ensemble. C'est très important aussi de garder à l'esprit qu'il ne faut pas voir un roman comme un ensemble déjà terminé, il faut le voir comme, comme une image complète, complètement terminée, mais il faut le voir comme un ensemble de fragments. Et votre travail consiste non seulement à écrire chaque fragment, et écrire un fragment, c'est plus facile que d'écrire un grand roman d'un seul tenant, mais aussi à agencer vos fragments et à choisir parmi les fragments ceux qui vont finalement participer à la grande image. C'est très important de se construire, enfin de se donner comme objectif de travailler par fragments parce que ça devient possible. Si vous vous dites je vais écrire Guerre et Paix, ou même Les Trois Mousquetaires, ou même un roman comme ça, vous n'y arriverez pas. Si vous vous dites je vais écrire une suite de chapitres qui vont tourner autour d'une histoire commune et qui vont raconter à eux tous une... Ça commence à devenir tout à fait possible parce que vous pouvez prendre chaque chapitre l'un après l'autre. Et ensuite, au fur et à mesure que vous écrivez, vous pouvez réviser ce que vous avez écrit et vous dire bon ben là, tel chapitre m'emmène sur une voie que je n'ai pas envie d'explorer, ben je vais l'enlever. Ou là, tel chapitre m'emmène sur une voie que je n'ai pas reprise, il faut que je revienne dessus. Et là, vous avez un chapitre supplémentaire parce qu'il faut compléter celui-là. Ou encore, tiens, tel chapitre, c'est intéressant, mais je ne crois pas que ça fasse partie de l'histoire que je raconte. Je vais l'apprendre, je vais le prendre et je en faire un autre texte qui va être une nouvelle, ou qui va être un autre roman, par exemple. Donc, gardez toujours à l'esprit qu'il faut être modeste et travailler par fragments, parce que c'est finalement ce qui apporte le plus à votre travail, c'est d'avoir des objectifs qui sont des objectifs réalistes, et non pas d'avoir un objectif, comment dirais-je, spectaculaire, qui va vous effrayer d'emblée. Les gens qui escaladent l'Himalaya, ils commencent par escalader des petites montagnes, et puis ensuite ils montent. Les gens qui font du marathon, ils commencent par courir 1 km, 2 km, 3 km, puis ils testent la résistance, et ensuite ils augmentent. Et pour l'écriture, c'est pareil. Il faut écrire beaucoup de petits textes, et ensuite les organiser en textes plus gros, et ça finira par faire un roman. Mais souvenez-vous des 3 règles, hein. Je ne sais pas si je dois les répéter encore, mais je vais les répéter encore une dernière fois. Faites-vous plaisir. Même si ça a déjà été écrit par vous, personne n'écrira comme vous. Et l'écriture, c'est 5% d'inspiration et j'en profite pour vous dire que cette musique est la musique de la série télévisée Oz, et que ça aussi c'est une série tout à fait extraordinaire parce qu'elle se passe dans une prison, donc il y a un cadre particulier. Le narrateur est une sorte de narrateur à la fois omniscient et qui fait aussi partie de la prison, et c'est construit comme une tragédie antique, une tragédie grecque, et ça en fait une série de prisons comme aucune série de prisons que vous avez vue.
Ah,